Faire au moins aussi bien que la saison précédente, c'est généralement l'objectif que se fixent les sportifs en début d'exercice. À ce titre, la Bressot Delphine Claudel a rempli son contrat en se hissant tout début janvier pour la 4e année consécutive sur le podium de la montée de l'Alpe Cernis à Val di Fiemme en Italie, 3e de cette ultime étape du Tour de ski dont elle a pris une nouvelle fois la 10e place au classement général. Et comme en 2023, la chef de file des fondeuses tricolores a récidivé en signant un second podium début février sur la mass start de 15 km en style libre de Canmore au Canada, où la jeune femme de 28 ans n'a été devancée dans le final que par la reine de la discipline, l'américaine Jessie Diggins. Champion du monde en 2023, médaillé de bronze en février 2024, c'est moins bien, mais Fabien Claude et ses partenaires de l'équipe de France de biathlon s'en sont contentés à l'issue d'une saison moyenne. Les tricolores ont cependant démarré ce nouvel hiver de la meilleure des manières en remportant les 2 premiers relais en Coupe du Monde. Et surtout, le cadet de la fratrie de Basse-sur-le-Rue a renoué avec la joie de monter sur la boîte en individuel mi-décembre en prenant la 3e place du sprint d'Orfilsen, là où il avait signé son dernier podium fin 2020. Objectif, une première victoire à l'international et faire mieux que sa 18e place du classement général l'an passé. De même pour son aîné Florent, 22e sous pavillon belge. Leur petit frère Émilien tentera lui de conserver sa place dans le groupe Coupe du Monde. Allez Clément, mieux, moins bien, hiver 2023-2024 contrasté pour Clément Noël qui a connu sa première saison mondiale sans victoire depuis 2018. Le skieur du Ménil est en revanche monté à 4 reprises sur le podium, à l'image de cette 3e place sur le slalom nocturne de Schladming en Autriche fin janvier. Plus régulier, le champion olympique 2021 de slalom spécial avait terminé 5e du classement général de la discipline et s'est affiché en véritable prétendant au petit globe de cristal en cette nouvelle saison en remportant les 2 premiers slaloms avec autorité, portant à 12 son nombre de victoires en Coupe du Monde. Cela avant qu'une chute et une entorse sur le slalom géant de Val d'Isère sur ses terres d'adoption ne viennent stopper sa belle série. Rendez-vous en janvier pour le gros bloc de la saison, 5 courses suivies des mondiaux en février. Clément Noël, France, top of the table again. Une Marseillaise à la patinoire de Poissompré l'hiver dernier en l'honneur de l'équipe de France de hockey sur glace, victorieuse début février du tournoi des 4 nations, préparation pour le mondial élite quelques mois plus tard, on va y revenir, avec ici un succès 5-4 face au Danemark grâce à un but libérateur de l'ancien spinalien Vincent Liorca, tout un symbole. C'est un plaisir de venir ici, puis de gagner, de faire plaisir à ce public. Avec le but, c'est mon premier équipe de France en plus, donc de le marquer ici, c'est quelque chose de spécial pour moi. Mi-mai, les Bleus sauveront de justesse leur tête en élite lors du mondial, avant que ne tombe celle de l'ancien coach spinalien Philippe Boson, remercié en juin à 2 mois du tournoi de qualification olympique, où les tricolores ont été battus en finale et n'ont pas obtenu le précieux sésame, après lequel ils courent depuis 2002. Mais ils sont les premiers sur liste d'attente et pourraient tout de même voir Milan 2026 si la Russie était à nouveau exclue en raison du conflit en Ukraine, comme cela leur avait déjà bénéficié lors du mondial 2022. La décision sera prise en février 2025. Une chose est sûre, les hockeyeurs français retrouveront les JO en 2030 en tant que pays organisateur. Un premier titre majeur pour les Louves du Saint-Dié Volleyball qui ont remporté début avril la Coupe de France fédérale à domicile en surclassant en finale les Birdies de Bordeaux avec qui elles luttaient en parallèle en championnat pour la montée en Ligue AF, le plus haut niveau français. L'accession sera finalement pour les Girondines qui avaient remporté un match décisif en play-off 3 semaines plus tôt. Mais la coupe donc pour les Louves, c'était l'un des objectifs de la saison et le plus bel hommage qui soit pour l'emblématique président du club Pierre Mercier disparu à l'été 2023. Mais c'est pour ça que j'ai voulu venir aujourd'hui, c'est tout particulier d'être ici pour la première fois, sans Pierre, mais avec nous par la pensée. Et vraiment, il aurait été très très fier de son équipe, de ses bénévoles et de tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et on pense très fort à lui. Je suis tellement fier de nous, du club, des filles, du coach, du staff complet. Je suis super fier, je suis sûr qu'il est là quelque part avec nous. En cette nouvelle saison, la Coupe de France sera encore un objectif secondaire, priorité au championnat élite et à la montée en Ligue AF. Les Louves sont sur la voie royale à la trêve, toujours invaincus après 11 journées. J'ai plus de voix, mais ouais, on est en finale. Elles aussi ont écrit une page d'histoire au printemps dernier en ralliant la finale de la Ligue des Champions, un exploit inédit pour la SRTT Étival, place forte mais véritable ovni du ping européen dans une commune de moins de 3000 habitants. Les pongistes stivaliennes s'inclineront en finale face aux Polonaises de Tarnobrzeg, tenantes du titre, mais auront vendu chèrement leur peau à l'image de Marie Migaud qui s'est offert la 34e mondiale et triple championne d'Europe en double, Elisabetta Samara au match aller, son dernier en salle Michel Essa après 5 saisons à Étival. J'avais à cœur de réussir, entre guillemets,
Même si je perdais le match, j'avais vraiment tout donné, donc j'étais contente et fière et j'avais le sourire quoi qu'il arrive. Et comme on ne change pas les bonnes habitudes, malgré un effectif renouvelé pour moitié, avec les arrivées de la sino-australienne Yangsi Liu et de la suédoise Kristina Kohlberg, la SRTT est déjà qualifiée pour les quarts de finale de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. À l'issue d'une phase de poule où c'est inédit, les Stivaliennes sont restées invaincues. Ils ont encore fait des étincelles, joli parcours, mais pas de titre non plus pour les Wildcats d'Épinal, champions de France sortant et sortis en demi-finale par les éléphants de Chambéry en avril dernier. Les Verts et Noirs se sont en tout cas illustrés en réalisant leur meilleure saison régulière au deuxième niveau hexagonal, avec 19 victoires en 26 journées, dans une patinoire de Poissompré à guichet fermé durant toute la saison et qui ne demande qu'à retrouver la Ligue Magnus. Il faudra pour cela allier résultats sportifs, finances, formation et surtout de nouvelles infrastructures. En attendant, les Wildcats ne compte pas faire de la figuration, sinon pour le tournage du film Connemara fin novembre, adaptation du roman de Nicolas Mathieu réalisé par Alex Lutz, en témoigne une solide place de leader en cette fin d'année. Eux aussi ont réalisé une saison remarquable avec une incroyable série de 16 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, en début d'année 2024. Grâce à un collectif bien rodé, le SAS Volley s'est hissé dans le dernier carré de la Coupe de France fédérale, avec à la clé une médaille de bronze et a terminé deuxième des playoffs d'élite à égalité de points avec Avignon, relégué du niveau supérieur, excusez du peu. Une nouvelle page s'est tournée avec l'avènement cet été de l'Épinal Golbet Volleyball. Il n'y a pas eu que de bonnes nouvelles cette année, en situation précaire depuis le début de saison dans le championnat national. Après avoir vu partir son buteur émérite Esteban Lepol, alors meilleur scoreur du championnat qui a rejoint Angers en Ligue 2, le SAS Football n'aura jamais réussi à quitter le fond du classement et a été officiellement relégué mi-mai sur ces images après une nouvelle défaite à domicile, la 8e en 17 matchs pour la dernière de Fabien Tissot à la Colombière, remercié durant l'intersaison. Elle aussi reléguée sportivement fin mai à l'issue de la dernière journée de National 3 et ce match nul face à Belfort qui luttait également pour son maintien et par le biais d'autres résultats défavorables, l'équipe de Raon-l'Étape a finalement sauvé sa tête dans cette 5e division française grâce aux sanctions administratives infligées à la réserve de l'ASNL. Qu'importe le flacon, l'US Raon ne quittera pas les championnats nationaux où elle évolue depuis le début des années 90, record de longévité dans le département. En basket, la renaissance se poursuit pour le BC Golbet-Épinal, feu ASGE, reparti en pré-national en 2022. Après une première tentative avortée, les Golbet-Hospinaliens ont réussi à réintégrer à l'issue de cette saison 2023-2024 les championnats de France et la National 3 où ils ont retrouvé l'effort basket Mirecourt. Avec un recrutement contrarié, le BCGE connaîtra un début de saison catastrophique avec 11 défaites en autant de journées, comme ici lors du derby vosgien chez les Mirecoursiens qui lutteront eux aussi cette saison pour leur maintien. Des glissades en pagaille mi-juin pour la 39e édition du rallye Vosges Grand Est, impitoyable avec une météo capricieuse venue corser un parcours exigeant et long de 210 km de spécial qui a souri à Léo Rossel sur Citroën C3, lequel a pris les commandes dès la première étape puis profité des abandons du quintuple champion de France Johan Bonato sur sortie de route et d'Éric Camilly sur panne mécanique. On retiendra surtout la victoire en 2 roues motrices du Castinien Quentin Gilbert, 3e du scratch avec son Alpine. C'est incroyable, c'est un résultat inespéré, en plus le faire ici à la maison et surtout après un début de saison compliqué, c'est vraiment top. Autre grand rendez-vous de ce début d'été, le trail de la Vallée des Lacs qui a quitté cette année Gérardmer pour Xon-Rue-Longemer. Cela pour apporter un peu de nouveauté à cette épreuve majeure de la course nature dont la 21e édition a réuni quelques 2600 participants avec le retour d'un format long de 80 km. Allez, c'est bientôt fini. Allez. Même lieu, une semaine plus tard, place à la 14e édition du Xterra France, autre rendez-vous incontournable du sport outdoor avec là encore plus de 2000 inscrits pour l'une des épreuves les plus exigeantes du circuit, réputée notamment pour sa section de VTT très technique où le lauréat 2024 a fait la différence, le Danois Jens-Emil Scott Nielsen signant là son premier succès à Xon-Rue, l'Italienne Sandra Merhofer tenante du titre conservant elle sa couronne avec une confortable avance. Je suis convaincu que le Xterra France est à la fois l'un des plus durs et des plus beaux au monde. L'atmosphère est incroyable. Je suis content d'avoir eu autant d'encouragement alors que je suis danois et que le gars juste derrière moi est français. J'ai vraiment apprécié. Really fun.
C'était super fun, une course incroyable, hyper boueuse, super technique, je me suis vraiment éclatée. Le jeune Certinois Yann Marais, 18e du scratch, a pris lui la place honorifique de premier athlète du cru, juste devant le Cafran Johan Matisse, lequel a été sacré une nouvelle fois champion du monde fin septembre dans la catégorie des 45-49 ans, tout comme le spinalien Raymond Ferry chez les 65-69 ans. Cap à l'ouest pour un rendez-vous majeur du tennis hexagonal, le 3e tournoi féminin français sur terre battue, le 29e Open Grand Est 88, étape du circuit WTA, a tenu toutes ses promesses avec une finale épique entre l'italienne Lucia Bonzetti, ex-47e mondiale, et l'égyptienne Maya Sherif qui avait pointé aux portes du top 30. La transalpine qui a remporté le premier set, toute proche de mener 5-0 dans le deuxième, va voir son adversaire renverser la situation pour s'offrir une troisième manche. 3h30 plus tard, il faudra pas moins de 10 balles de match à la jeune femme de 25 ans pour décrocher son deuxième titre WTA. Et bien voilà, le rock égyptien a fini par céder. Oui, c'est sûr, c'était un match assez incroyable. J'ai eu je ne sais pas combien de balles de match, 10 je crois. Je suis épuisée mais très contente d'avoir finalement pu gagner. Et bonne nouvelle pour les amoureux de la petite balle jaune, le Grand Est Open 88 a d'ores et déjà vu son label WTA prolongé jusque 2027. Épinal sur la route des Jeux Olympiques début juillet avec le meeting perstaculaire au pied de la basilique Saint-Maurice et la présence du néerlandais Menno Vloen, recordman des Pays-Bas avec 5,96 m en salle, 5,88 m en plein air et qui s'est adjugé logiquement le concours spinalien quelques semaines avant les JO de Paris 2024 où il terminera 11e. Cela sous les yeux notamment de Nicolas Durand, ancien athlète de l'ES Taon, ex-partenaire d'entraînement de Renaud Lavillenie et toujours recordman de Lorraine. Je suis content d'être revenu dans les Vosges à Épinal pour faire un meeting sur une belle place et franchement ça fait plaisir de revoir des anciens. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu ça souvent, il y a quelques années avec Galfion, mais là franchement encore Vloen qui va être aux Jeux Olympiques, là c'est vraiment un beau plateau. Le 1er août s'évérait que bon nombre de regards étaient tournés, comme ici dans son fief de Saint-Nabor, pour suivre ses premiers pas olympiques. Chef de file de la marche tricolore, Clémence Beretta s'était exilée début mars en Chine pour réaliser les minima et ainsi vivre ses JO à domicile, moment unique dans la vie d'un athlète. Seule représentante vosgienne, la jeune femme de 26 ans a pris la 15e place de ce 20 km en 1h29,55 secondes. Meilleure française et dans le top 5 européen, elle terminera 11e du relais mixte aux côtés d'Aurélien Quignon. Dans un calendrier estival très chargé, le Tour de France Femmes a pris ses quartiers à Remiremont mi-août pour le départ de la 6e étape en direction de Morteau. Première étape 100% française de cette 3e édition, partie des Pays-Bas pour des raisons de disponibilité des forces de sécurité au lendemain des JO et à la veille des Jeux paralympiques. Dans le peloton justement de récentes médaillées. Partir des Pays-Bas, chez moi, c'était dingue. Il y avait tellement de monde. Maintenant, le Tour est enfin arrivé en France. C'est génial de voir toute cette foule et qu'il y a de plus en plus de monde année après année sur ce Tour de France Femmes. Et c'est passionnant de faire partie de cet événement. J'ai envie de dire que dès la première édition, on avait l'impression vraiment de rentrer dans le quotidien des gens et de s'être fait adopter. Et c'est un plaisir honnêtement de voir le cyclisme féminin à ce niveau, de voir la ferveur populaire, de voir que c'est un vrai Tour de France et que les filles méritent finalement ce qu'elles ont parce qu'elles montrent aussi en répondant à la pédale que c'est du beau spectacle qu'elles nous offrent tous les jours. Y compris les tricolores, puisque c'est la Bretonne Cédrine Kerbaol qui remporta cette 6e étape entre Remiremont et Morteau. Premier succès d'une Française depuis la renaissance du Tour de France Femmes. 2025 sera marqué par le retour très attendu sur la route de la championne olympique de VTT, un temps licenciée à Remiremont, Pauline Ferrand-Prévot. Seul représentant vosgien également aux Jeux paralympiques quelques semaines plus tard, le spinalien Abel Habert, ancien boxeur reconverti au paracanoë depuis seulement 4 ans, a rempli une partie de son contrat en se hissant en finale du 200 mètres sprint où il a pris la 6e place. Une déception comme il le confiera un peu plus tard, mais l'athlète du Golbet Épinal Saint-Nabor, 38 ans, envisage de poursuivre l'aventure jusque Los Angeles 2028. L'été s'achève là où il a débuté dans les Vosges, ou plutôt il y joue les prolongations avec le triathlon international de Gérardmer, véritable marqueur de la rentrée sportive en ce premier week-end du mois de septembre. 36e édition autour du lac de la Perle des Vosges avec 4650 concurrents au départ, dont un tiers sur son épreuve phare, le format XL, un Alpha Ironman avec ses 1,9 km de natation, 93 km de vélo et 21 de course à pied pour finir. Gérardmer, c'est une ambiance, en témoigne ce passage dans la montée du Poli,
Des paysages, bien sûr, et une organisation digne des plus grands rendez-vous du triple effort, grâce notamment à une armée de 700 bénévoles. C'est bien, ça continue. Qu'est-ce qui vous plaît? Voir les gens se dépasser, puis pouvoir les accompagner malgré qu'on n'est pas dans l'effort avec eux. Ça fait toujours du bien de pouvoir les accompagner un peu. Côté résultat, tout se sera joué chez les hommes dans les 3 derniers kilomètres de running, avec la victoire au final inédite d'un tricolore, Simon Vian. C'est une très très belle victoire, peut-être ma plus belle sur longue distance. Honnêtement, c'est vraiment une course mythique, une des plus belles de France. Donc voilà, c'est une victoire très importante pour moi aujourd'hui et je suis vraiment très très heureux. Course très ouverte également chez les femmes, en l'absence de la double tenante du titre, Julie Déron, vice-championne olympique à Paris. C'est une autre Suissesse qui a pris le relais, Alanis Siffert, en devançant, excusez du peu, l'Australienne numéro 1 mondiale, Ashley Gentle. C'était juste incroyable, j'avais déjà fait la course l'année passée donc j'adorais le parcours et l'ambiance, donc je me réjouissais de revenir juste pour ça. Et puis je savais que Ashley Gentle elle serait au départ, donc moi j'avais pas forcément un objectif de place, mais je me suis dit je vais juste aller à fond du début à la fin. Autre rendez-vous incontournable de la rentrée, l'Infernal Trail des Vosges, événement mythique avec ses départs de nuit à la lueur des frontales et des feux d'artifice pour ses ultra-trails, et désormais en 2 vagues pour ceux de 100 et 130 km, affluence oblige, puisque cette 16e édition a recensé 6700 participants, 1400 de plus que l'année précédente, un premier record. Le second revient à cet homme, Benjamin Mougel, 28 ans, natif du syndicat, sans référence officielle en ultra et vainqueur de la distance reine, un peu plus de 200 km pour 10 000 mètres de dénivelé positif, tout en explosant le temps de référence de l'épreuve de plus de 4 heures. 28 heures et 24 minutes au final, une cadence infernale. C'est fini, après c'est pas... moi aussi je suis fini. Du coup la course elle continue dans la récupération là. Il faudra un certain temps pour s'en remettre. Franchement j'ai pas trop la tête à imaginer la suite. Je pense que niveau ultra je suis un peu calmé pour un certain temps. Et on le comprend, en adepte de la discipline, Benjamin Mougel aura sans doute apprécié la tenue des championnats de France d'été de ski de fond, roller ski ou ski roue à la Bresse début octobre, dernier événement à mettre en lumière dans cette liste non exhaustive. Un rendez-vous important en fin de préparation estivale pour les fondeurs de l'Hexagone, venus en nombre, plus de 500 de U15 à seniors, avec du côté vosgien bien sûr la chef de file tricolore à domicile. C'est des courses de préparation encore pour nous pour l'hiver. Après voilà, c'est championnat de France, donc il y a un petit titre au bout, donc ça tient à cœur un peu à tout le monde. Et voilà, il y a tout le monde aussi qui joue le jeu, toutes les équipes, donc ça c'est cool. Et le fait d'être à la Bresse, c'est super, ça change. Et moi je suis contente d'être à la maison et puis que tout le monde découvre aussi les Vosges en été. Les Vosgiens ont eu le loisir de se produire devant leur public sur un circuit intramuros entièrement sécurisé, bien loin des conditions d'entraînement quotidiennes des skieurs du massif vosgien qui attendent toujours la mise à disposition d'un circuit 4 saisons autour du site de l'Athénée. Il a offert à l'équipe de France un titre de champion du monde de cyclocross en relais mixte début février pour sa dernière chez les U19 sur ces images, pris la 3e place des championnats d'Europe U23 pour sa première année dans la catégorie et remporté en cette fin d'année la Coupe de France comme lors des 2 dernières éditions. À 18 ans, il les a eus en mai. Aubin Sparfel s'affiche comme l'un des cyclistes les plus prometteurs de sa génération. Élu mérite sportif espoir vosgien en cette fin d'année, il passera chez les professionnels au 1er janvier 2025, toujours au sein du team Décathlon AG2R la mondiale, avec comme objectif de briller en début d'année en individuel sur les championnats de France et du monde. Les spécialistes ont encore frappé. Pour la 3e fois en 4 ans, les joueurs de l'ES Taon se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France en s'imposant le 21 décembre dernier dans la Belle face au SC Amiens, club de Ligue 2 qu'ils avaient déjà rencontré lors des 2 dernières éditions. Après avoir concédé l'ouverture du score au cœur de la première période, les Taonnais ont refait leur retard dès le retour des vestiaires, ont résisté et poussé jusqu'au bout pour arracher la victoire à la 84e minute. L'aventure continue. On perd 1-0, ils perdent pas le fil, ils continuent à jouer, ils veulent aller chercher cette victoire. Et puis voilà, c'est l'Agnac, que voulez-vous, c'est la Coupe de France, c'est comme ça. Et moi j'en suis très fier. On sera encore là et on lâchera rien. On a envie d'aller gratter plus loin, voir ce qui se passe. Voilà, on a envie de profiter. Et c'est une Ligue 1 que défiera l'ES Taon en 16e de finale, le Racing Club de Strasbourg-Alsace, match programmé entre les 14 et 16 janvier 2025.